Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui va à la rencontre de personnes aux histoires passionnantes de tout horizon. Rencontre avec, c'est à retrouver 2 fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Alors ne manquez pas ces rencontres et abonnez-vous dès maintenant. Rencontre avec, présenté par Johan Crocol, la nouvelle saison à découvrir dès maintenant sur vos plateformes de streaming préférées. Salut Martina. Salut Yann. Bienvenue dans Rencontre avec pour celles et ceux qui regardent l'émission. Oui, c'est un visage que vous connaissez déjà et qu'on te voit très souvent dans plein d'émissions sur la RTS, notamment j'en ai marqué quelques-uns, scène de ménage, c'est la jungle, mise au point. À bon entendeur. Ça fait 35 ans donc... Il y a des gens qui croient que j'ai fait la météo et tout, ils savent même plus très bien, mais je fais partie aussi rédactrice en chef de l'actualité ou... Non, j'étais rédactrice en chef des magazines et sociétés, et puis chef de rubrique à l'actualité. Mais bon, en 35 ans, j'ai même écrit des petites fictions, enfin j'ai un peu tout fait, sauf les sports. Sauf les sports, le divertissement. Il n'est pas trop tard, oui, bien sûr. C'est la jungle, c'était du divertissement. C'était du divertissement. Et puis aussi, on va parler d'un autre point que... d'une autre facette de ta vie qui est le livre qui s'appelle Rendez-vous, qu'on va parler aussi durant l'émission où tu racontes ta vie. C'est une autofiction, puis on va dire une autobiographie de toi. C'est une autofiction, ça veut dire qu'il y a, disons, 80% de vrai et puis des choses que j'ai inventées autour de ça. Mais en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de te présenter après tout ce temps que tu es passé sur les écrans? Mais oui, je crois que oui, parce que tout le monde ne regarde pas la télévision. Et puis aujourd'hui, par exemple, c'est assez rigolo parce qu'il y a des gens qui croient que je suis une dame de LinkedIn parce que je suis assez présente sur ce réseau. Je suis pas tellement sur les autres, mais sur celui-là, oui. Et qui ne me connaissent pas du tout de la télé. Et puis il y a des gens qui découvrent que le livre et qui savent pas que je suis une journaliste de TV. Puis il y a des gens qui pensent que je suis que une journaliste de TV. Donc c'est assez sympa parce que j'ai plusieurs publics. Ce qui est marrant, c'est que justement sur ta bio sur LinkedIn, t'as les deux. T'as journaliste RTS Radio Télévision Suisse et écrivaine en même temps. Exactement. Et puis les gens ils ont fait abstraction d'un des deux et puis... Oui, puis c'est très rigolo parce que j'ai plusieurs publics. Alors maintenant, évidemment, on me dit souvent « Oh, ma mère vous adore ». Puis après, l'étape d'après, ça va être « Oh, ma grand-mère vous adore ». Le pire, c'est ce que je vais dire en off durant l'émission, hein, si jamais, juste avant qu'on posait les micros. Oui, donc Johan pourrait être... Il est plus jeune que mon fils, mon enfant cadet, donc c'est dire. Mais c'est assez marrant parce que ça fait des publics très divers. J'écris par exemple dans un journal qui s'appelle Génération, qui est destiné aux plus de 50 ans. Mais comme Génération me laisse partager les papiers sur LinkedIn, c'est un public d'actifs. Et ils lisent les papiers de Génération. Et ils les trouvent marrants. Et donc ça se mélange. Et c'est assez sympathique, je trouve, d'avoir un public de son âge. Parce qu'évidemment, il y a des gens que j'ai accompagné. On sait accompagner les uns les autres pendant 35 ans, c'est long, hein, c'est toute une vie, quoi. C'est la moitié de l'histoire de la télévision, hein, vraiment, puisque la télévision suisse romande a 70 ans cette année, et donc on s'est accompagné pendant longtemps. Mais il y a un autre public qui se greffe, des enfants, des plus jeunes, des gens actifs, des gens qui viennent d'autres milieux, et ça c'est chouette. Et puis, comment est venue cette fibre de devenir journaliste ? Bon, alors, je suis pas ce qu'on appelle une enfant missionnaire qui décide à 8 ans, je serai journaliste et je vais faire ça. Dans mes 2 enfants, j'ai une enfant missionnaire. C'est ma fille qui a dit à 9 ans, je serai archéologue et spécialiste de l'Antiquité grecque et romaine. Et elle est archéologue et spécialiste de l'Antiquité grecque et romaine. Moi, par contre, j'ai toujours aimé faire des rédactions. Je suis venue dans ce pays en 1968, de langue maternelle tchèque, puisque je suis née à Prague. Mais j'ai adoré le français et je me suis intégrée comme immigrée par la langue. J'ai adoré cette langue, j'adorais faire des rédactions. J'ai toujours dit que je voudrais un jour écrire un livre et j'ai étudié les lettres au grand désespoir de ma famille qui était plutôt genre chiffres. et voilà. Et puis pendant ces études de lettres, j'enseignais un petit peu pour gagner ma vie et puis j'ai commencé à faire des piges à la Tribune de Genève. Et là, j'ai fait des piges à la locale pendant quelques temps. Et puis, quand j'ai terminé mes études, je me suis dit, je continuerais bien ce métier, en fait. Et à l'époque,
vous pouvez pas savoir, mais à l'époque, on cherchait du boulot dans les petites annonces des journaux, parce qu'il y avait un supplément emploi. C'était l'ancêtre de jobup.ch. Tous les mercredis, il y avait un supplément emploi. Et donc, au moment où je passais mes examens terminaux à l'université, j'ai pris le supplément emploi et j'ai vu qu'on cherchait des stagiaires à la RTS. Et j'ai postulé. C'était déjà sous forme de concours à l'époque. Et puis, j'ai été prise, donc j'ai enchaîné. Et puis, si on revient sur ce que tu as fait sur la RTS, mis à part les différentes coupes de cheveux où on avait l'impression que tu ressembles à Bonnie Tyler. Oui, d'ailleurs, si on regarde la caméra là, je vais mettre une magnifique photo. Ouais, tu peux. Il y en a eu plusieurs, hein, des coupes de cheveux. Il y a eu à boire et à manger. J'avais même une coupe de cheveux à un moment donné, genre on aurait dit Bernard Rappa. Donc, celui du Valais avec la coupe mulet, j'ai eu les cheveux courts, j'ai eu les cheveux blonds, j'ai eu les cheveux frisés, j'ai eu les cheveux raides, j'ai eu des lunettes roses. Enfin bon, j'ai à peu près tout essayé. Et ça ressemble à quoi justement tes débuts? Ça en vient quasiment 35 ans en arrière, ouais. Quand tu étais à l'antenne à l'époque. À l'antenne à l'époque, alors au début quand tu arrives et qu'on te dit tu vas aller faire les questions dans l'émission Table ouverte, parce que les téléspectateurs pouvaient poser des questions, puis il y avait toujours le jeune journaliste stagiaire qui arrivait, qui devait faire le résumé en souriant, puis en disant il y a beaucoup de questions, nos téléspectateurs sont très intéressés, etc. etc. Au début on a un peu peur, parce que t'es en direct, et donc on se dit waouh, il y a plein de gens qui regardent, et puis il y a les chefs qui regardent aussi, puis j'aimerais bien être engagée après et tout. Alors on écoute beaucoup ce qu'on nous dit, et moi on m'avait dit mais tu sais, tu peux pas y aller avec le look que tu as, parce que je m'habille qu'en noir et un peu en blanc. Et alors le noir ça va pas, et puis non ça va pas, puis les lunettes ça va pas, puis tout ça va pas. Ok, les chapeaux ça va pas, enfin rien ne va. Et donc j'ai regardé un peu les autres présentatrices et je me suis dit je vais faire comme ça. Et je me suis un peu déguisée en elle. Mais du coup c'était ridicule évidemment parce que moi avec une veste verte, une broche, c'est pas possible. Donc petit à petit, j'ai compris qu'il fallait que je sois moi-même, si je voulais avoir une chance de faire de l'antenne, de communiquer avec les gens, de transmettre. Et puis voilà. Et j'ai très très vite gardé mon ton, ma manière de parler, ma manière d'être, de m'habiller. Alors c'était pas toujours très réussi, j'en conviens. Il y a eu des gros ratages. Mais j'ai eu la chance aussi d'avoir un maître de stage qui était Dominique Fonbourg, qui était journaliste politique, ensuite rédacteur en chef chez nous du téléjournal, et ensuite il a été rédacteur en chef de la Tribune. Et c'est quelqu'un d'assez placide, d'assez calme comme ça, et c'est pas un punk, hein. Et pourtant, au moment où j'ai fait mon stage, il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit « Martina, je sais qu'il y a des gens qui trouvent que les sujets que tu fais, c'est un peu bizarre et que ça rentre pas exactement dans ce qu'on attend, mais surtout ne change pas. Et c'est rare qu'on vous dise ça. » Et il m'a dit « Ne rentre pas dans le moule et tout, fais comme tu penses toi et va ton chemin. » Et c'est pas très facile de faire ça, parce qu'évidemment, il faut accepter de déplaire et que 50% des gens qui vous voient puissent vous critiquer. Mais c'était extrêmement précieux. Et vous voyez, je m'en souviens encore aujourd'hui, parce que je me disais, mais au fond, voilà, sois cohérente, sois toi-même, tu vas en prendre plein la gueule, ça n'a pas manqué, mais néanmoins, je me dis, voilà, c'était ma manière, c'était ma route, c'était mon chemin, et j'aurais fait comme ça. Et dans les années 1990, tu as succédé à celle qui a été la toute première présentatrice d'un Bon Entendeur, Catherine Valli, qui est d'ailleurs toujours à l'antenne, je tiens à préciser. Comment vous avez fêté les 45 ans Catherine Valli n'est plus à l'antenne. Non, l'émission Bon Entendeur. Ah ouais, ok. Correction. Okay. L'émission La Bon Entendeur, comme ça on est sûr qu'on ne fait pas de quiproquo. Oui. Vous avez fêté les 45 ans en 2021. Oui. Tu as justement succédé à elle. Tu as dit que c'était terrorisant. Bien sûr que c'était terrorisant, parce que Catherine n'était pas seulement la présentatrice, c'était la productrice, la fondatrice de cette émission. Cette émission n'aurait jamais existé si elle n'était pas là. Après, c'était une personnalité extrêmement autoritaire. Moi, j'ai bien aimé travailler avec elle, parce que les très forts caractères ne me dérangent pas, au contraire, je trouve ça bien. Mais c'était quelqu'un qui a marqué son époque,
juste pour te dire, à l'époque, le matin, le journal, à un moment donné, il fallait élire un conseiller fédéral et ils avaient fait un sondage et les gens disaient c'est Catherine Valli qu'il faut élire au conseil fédéral. Juste pour dire l'empreinte absolument extraordinaire qu'elle avait en Suisse romande. C'était une star incroyable et c'était quelqu'un en qui les gens, les consommateurs, les consommatrices avaient une confiance incroyable et tout. Et puis, personne ne voulait y aller, en fait. Et moi, j'avais 27 ans, je venais d'arriver. Ça faisait 3 ans que j'étais à la télévision. J'avais fait 2 ans de stage. J'avais fait un bout de stage chez elle, dans son émission. Et puis, le coproducteur, qui s'appelait Daniel Stons, qui était un ingénieur, il m'avait dit, est-ce que ça t'intéresserait et tout. Puis j'ai fait, oh. Oui, mais ça va être compliqué. Et donc, j'avais dit, oui, on peut faire un projet, mais je ne veux pas être complètement seule et je veux qu'il y ait un homme parce que je trouvais que c'était assez souvent qu'on disait c'est l'émission des petits pois et des carottes, des mamies avec leurs chariots, des bonnes femmes, etc., etc. Et ça m'agaçait profondément. Et j'avais dit je veux un homme jeune, de surcroît, qui soit dans l'émission et qu'on parle à un autre public et qu'on montre une autre image. Parce que si on voulait faire la même chose qu'elle faisait elle, c'était mort. On n'y serait jamais arrivé. Donc, j'ai cherché, ça n'a pas été très facile, parce que les hommes disaient « Oh non, moi, je ne veux pas faire une émission de consommation, Et Jean-Paul Cateau, qui est un ami, qui est quelqu'un qui avait commencé son stage 2 ans avant moi, il m'avait dit « Ah oui, moi ça m'intéresse, c'est super et tout ». Donc, on a fait 3 ans ensemble dans cette émission comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, ils avaient changé de jour, parce que l'émission était le mercredi soir à l'époque, et ils avaient décidé de la mettre au mardi. Donc, il fallait non seulement habituer les gens à changer de jour, à changer de présentateur, à changer de producteur. Donc, il y avait beaucoup trop de paramètres. C'était un challenge énorme, mais les gens ont suivi. Et lorsque j'ai quitté, ils ont suivi Isabelle Moncada. Lorsqu'Isabelle Moncada a quitté, ils ont suivi Manuel Pernou. Lorsque Manuel Pernou a quitté, ils sont suivis et ils suivent aujourd'hui Linda Bourget. Ça veut dire que la puissance, c'est l'émission. C'est pas nous. Et ça, c'est très important de savoir ça, parce que c'est le cas en télévision. À partir du moment où vous disparaissez de l'antenne, vous disparaissez de la vie des gens. C'est comme ça. Et si je te parle le panier de la ménagère, ça t'évoque quoi? Alors c'était... le panier de la ménagère. Alors c'était une rubrique très importante, qui avait été créée par Catherine Valli, qui comparait les prix dans les différents magasins, et les gens, ils adoraient ça. C'était les émissions qui faisaient les meilleurs scores et tout, parce qu'après, vous saviez s'il fallait aller à la Migros, à la Coop, chez Denner ou ailleurs pour faire votre panier, parce qu'en fait, on achetait les mêmes produits dans chaque panier, puis on regardait là où c'était le moins cher. Mais moi, c'est le mot ménagère qui me Tu disais que c'était sexiste. Moutons, quoi. Ah oui, mais c'est complètement sexiste. Comme s'il y avait que les meufs qui faisaient les courses dans les foyers, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et on était en 93, quand on a repris avec Jean-Paul. Et quand même, quoi, je me suis dit, mais attends, mais on va pas continuer à parler des ménagères. C'est épouvantable. Ce mot, déjà, est horrible. Parce que il y a quelque chose de la femme de ménage aussi, quoi. C'est affreux. C'est même pas femme au foyer, c'est ménagère, quoi. C'est celle qui nettoie. Donc, j'ai dit ça, non. Ça, on va continuer à faire les paniers, mais on les appellera pas les paniers de la ménagère. Je sais même pas comment on disait d'ailleurs. C'était vraiment le nom. Oui, c'était une terminologie, mais je m'excuse, mais c'est un mot qu'on entend encore aujourd'hui. Quand on fait les indices de consommation ou des choses comme ça, souvent les gens disent le panier de la ménagère et tout. Non, mais au secours, quoi. Et il y avait cette expression aussi, souvenez-vous, sur TF1, où on disait la ménagère de moins de 50 ans. Il fallait que la publicité cible la ménagère de moins de 50 ans. Parce que, soi-disant, c'était les femmes qui allaient faire les achats, donc il fallait que la publicité atteigne les femmes, parce que c'est elles qui faisaient les commissions, quoi. Et maintenant, on dit la personne responsable des achats. Enfin, c'est pas tellement mieux, c'est moche et tout. Mais cette expression, je trouvais ça horrible. Pour moi, ça répondait aux écoles ménagères des années 60, où on apprenait à repasser les slips, et puis à plier le linge, et à faire à manger pour son mari, quoi. C'est horrible. Et maintenant, si on revient quasiment 35 ans plus tard, est-ce que le mode de consommation a changé par rapport à tes débuts dans Un Bon Entendeur ? Mais je pense que oui et non, parce qu'il y avait déjà une conscience très forte des gens...
à l'information sur les pesticides. Il y avait une époque de la vache folle, il y avait de la salmonelle, il y avait, je veux dire, on était quand même dans les prémices du bio et les gens commençaient à être très attentifs sur les arnaques et tout ça. Ce qui a considérablement changé pour une émission comme celle-là, c'est que les patrons des entreprises, de la grande distribution et tout, à l'époque, ils venaient sur les plateaux et puis ils répondaient, puis ils n'étaient pas drillés, ils n'étaient pas préparés, ils n'avaient pas forcément travaillé. Et donc, c'était des plateaux assez fous, quoi. Où on leur donnait des résultats. Moi, j'avais dit une fois, ben voilà, le poisson chez vous, non seulement il est mauvais, mais il est inconsommable et il est pourri, quoi. Et la tête du gars qui apprenait ça en direct sur le plateau, c'était des moments de télévision incroyables. Aujourd'hui, ils viennent plus, ils vous envoient un petit mot, c'est très contrôlé, on passe par des services de communication, etc. Donc ça, c'est un énorme changement. Et puis, je pense que ce qui a changé, même s'il y a eu des périodes où le pouvoir d'achat était plus ou moins bas, il y a eu des périodes de crise. Aujourd'hui, franchement, avec l'augmentation de l'assurance maladie, des loyers et tout, il y a un vrai problème de porte-monnaie, même en Suisse. Donc ça, c'est un paramètre qui est extrêmement important. L'autre paramètre extrêmement important, c'est tout ce qui est du numérique. Nous, on traitait moi je me souviens, j'ai traité de sujets sur les piercings ou les tatouages, vous voyez comme ça m'intéresse. Et puis à l'époque, ça se faisait pas du tout, c'était très moderne à l'époque. Ou de l'ecstasy, on avait eu un prix parce qu'on avait fait un sujet sur l'ecstasy. Aujourd'hui, vous allez traiter de tous les appareils numériques, des photos truquées, de ce genre de choses. Et ça, c'est un univers monstrueux et complètement différent d'avant. Et je pense aussi qu'effectivement, aujourd'hui, on ne travaille plus pour les hommes, les femmes, etc. Les gens font les courses, les gens s'occupent des gosses, ils s'occupent des gosses. C'est encore pas complètement égalitaire à la maison, on le sait, mais ça a quand même encore beaucoup évolué, quoi. Et puis tu as aussi fait justement des émissions beaucoup plus trash qu'avant. Entre guillemets. Oui. Parce que tu as quand même parlé de beaucoup de sujets différents, justement de la drogue, des préservatifs, de quoi d'autre encore, il me semble qu'il y avait... Alors il y avait tatouage et piercing, il y avait ecstasy, effectivement. On a fait des émissions sur les préservatifs, on a fait le bruit dans les discothèques, on faisait des choses comme ça qui étaient des choses de notre génération à l'époque, quoi, parce qu'on était vingtenaires, tout juste trentenaires. Et puis, on se disait, on est aussi des consommateurs et ça doit aussi toucher des gens. On avait fait c'est pas trash, mais les taxes universitaires qui concernent une partie relativement réduite de la population. Mais c'était important pour nous de faire ça. Et puis, on le traitait aussi différemment. Par exemple, dans l'émission sur l'ecstasy, avec Jean-Paul, on allait dans les rave parties et on en achetait et avec de la caméra cachée pour montrer qu'on nous vendait des merdes, n'importe quoi qu'on nous donnait dans la main. Non, mais les gens, ils mangeaient des pilules sans savoir absolument ce qu'il y avait dedans. Ce qui a été circulé. Rien du tout. Après, on les faisait analyser par le chimiste cantonal et des choses comme ça. Donc l'émission, elle était un peu différente et plus adapté à notre génération aussi. Puis comment est-ce que le public il a aperçu justement ces différentes émissions? Est-ce que vous avez été fait beaucoup critiquer à l'époque? Est-ce qu'il y a eu des gens qui sont manifestés entre guillemets? Alors ça surprenait un petit peu. On avait par exemple fait aussi une émission sur les bonbons, les Haribo, les trucs comme ça, parce qu'à l'époque c'était fait avec de la carcasse de bovin, enfin des trucs comme ça, c'était... Voilà. Mais je pense que tant qu'on montre les coulisses, tant qu'on le fait avec un certain tact et tout, on peut tout dire, quoi. On avait même parlé des piercings intimes, enfin de ce genre de choses. Mais tant que c'est intéressant, que c'est bien fait, les gens y suivaient, quoi. Évidemment, vous avez des émissions qui marchent mieux que d'autres. Quand on refaisait les prix dans les supermarchés ou bien les microbes dans je sais pas quoi, évidemment que ça marchait mieux. Mais on voulait absolument montrer que la consommation, c'était quelque chose de plus large, quoi. Et que quand on se faisait un tatouage, surtout à l'époque, beaucoup plus qu'aujourd'hui, il fallait faire gaffe, quoi. Parce qu'on pouvait attraper des maladies, etc. C'était moins normé que maintenant, on va dire c'est clair, c'était moins surveillé aussi, c'est clair. Justement, on a parlé, tu as lancé où participer dans d'autres émissions. Je vais tenter de donner sa liste au complet. Il y avait Temps présent, Mise au point, Scène de ménage, qui n'a absolument rien à voir avec la série sur M6. Non, mais c'est nous qui avions le titre, et on leur a vendu. Ah ouais? Bien sûr, c'est la RTS qui a vendu à M6 le titre. J'ai rien touché, malheureusement. Et je crois
Je crois qu'on l'a même pas vendu très cher. Mais oui, parce que en 2005, on a créé cette émission avec ce titre-là, et M6 est arrivé après avec le format court, en disant on veut l'appeler comme ça, parce que c'était un format espagnol qui s'appelait Scène de ménage, je sais pas comment on dit en espagnol. Et la RTS, non, c'était pas la RTS, c'était la TSR, a dû se départir de ce titre, en fait, et dire, voilà, on vous le vend. Et quand l'émission Scène de ménage a été diffusée en France, parce qu'elle a été diffusée sur Teva et tout ça, ils ont dû changer le titre, pour pas que ça collisionne avec le titre de M6. Donc, je veux pas dire, hein, mais c'est nous qui l'avions inventé, ce titre. Et puis il y en avait bien sûr d'autres, il y avait C'est la jungle, Tableau verte, tel quel, et enfin le Miracle Suisse, où on te voit tous les samedis. Ça c'est récent, depuis 2022. Depuis 2022, on te voit tous les samedis soirs sur RTS 1. Si on revient, si on fait un espèce de top 3 en faisant un détour par le 19-30, je vais être gentil. Oui, oui. Si tu avais un top 3 des émissions qui t'avaient le plus marqué, ce serait lesquelles que j'ai faites. Tu as faites, ouais. Alors ABE, ça c'est sûr, parce que c'était la première. Mise au point, c'est évident parce que c'était un challenge, c'était un serpent de mer mis au point. Depuis que j'étais à la télévision en 89, on disait il faudrait un magazine d'actualité, il faudrait un magazine d'actualité, il faudrait un magazine d'actualité, et personne ne le faisait. Il y avait un magazine qui s'appelait Tel Quel, qui était un magazine suisse, et qui était vachement bien, et qui durait 26 minutes, mais c'était un sujet unique, et puis c'était plutôt un magazine de société, en fait, même si ça traitait de temps en temps de l'actualité. Et puis en 96, quand j'ai quitté ABE, on nous a dit, mais est-ce que avec Éric Burnand et Patrick Fischer, vous vous lanceriez dans une réflexion sur un magazine d'actualité? Et c'était pas mal parce que Patrick était correspondant à Zurich, à Berne, donc il était très politique. Éric était très historique et géopolitique. Et puis moi, j'étais assez intéressée société, conso, etc. Donc ça faisait un bon complément. Et on a créé ça out of nowhere, c'est-à-dire à partir de rien. Et ça, c'est un délire en télévision. C'est vraiment... Non, mais c'est le truc le plus stressant et le plus enthousiasmant qu'on puisse faire, c'est d'être comme on est là les deux, puis on marque 2-3 trucs sur un coin de table, puis on se dit, ah, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Puis à un moment donné, il y a une machinerie qui se met en marche pour fabriquer un hebdomadaire de prime time, quoi. Avec un risque gigantesque. Parce que c'était le dimanche soir, et le dimanche soir, normalement, il y avait du divertissement. Et donc Raymond Vouillamo, qui était directeur des programmes, a dit on va mettre un magazine d'infos. Il faut voir que 7 à 8 et tout ça n'existait pas. Personne ne faisait des sujets de 10 minutes. C'était complètement nouveau. Et on ne tournait pas de reportage en équipe à 3, c'est-à-dire journaliste, caméraman, preneur de son. Il y avait toujours un réalisateur. Là, on devait aller beaucoup plus vite, puisque c'était chaque semaine 3 sujets, une interview, des petites chroniques. Et la dernière chose, c'est qu'on ne mélangeait pas les torchons et les serviettes, c'est-à-dire qu'on ne mélangeait pas l'info et le divertissement. Et nous, on a commencé un petit peu à faire des chroniques un peu plus divertissantes. On a envoyé, franchement, des fois, je les regarde, je me dis, oula, là, on envoyait du sale, on envoyait du lourd. Et donc, ça a été un énorme choc. Mais ça a été un choc. D'ailleurs, il y avait quelqu'un dans la presse, il y avait des critiques qui étaient dures au début, qui disaient de toute façon, cette émission, ça passera pas 6 mois et tout ça. Ça fait quand même juste plus de 25 ans. Hein. Et donc ça, je la garde chère à mon cœur. En plus, c'est moi qui ai présenté la première, mais j'étais terrorisée. C'était en direct. Je me disais, les gens vont nous massacrer, ce qui n'a pas manqué. Mais peu importe, on y allait, quoi. On a osé des trucs fous dans cette émission. Et puis la troisième que je garderais vraiment très chère à mon cœur, c'était Scène de ménage, parce que je suis partie sur un projet qui était aussi assez critiqué, où il y avait des rubriques de société. C'était beaucoup plus un magazine de société. Il y avait Marmot, Libido, Boulot, Dodo, Resto, je sais plus quoi, Banco... etc. Et puis, il y avait des gens qui disaient « Ouais, c'est un magazine, un peu de société, encore une fois, de bonnes femmes. » Alors que c'était des sujets super intéressants. Puis, on avait fait un décor très spectaculaire. Il y avait un humoriste, parce qu'on avait, à Mise au point, on avait commencé à faire travailler des humoristes. Vincent Cuchol a commencé à travailler en 98 à Mise au point, hein, juste pour dire, dans un groupe qui s'appelait Les Oies. Et moi, j'avais pris Frédéric Recrezio, le Valaisan, dans l'émission Scène de ménage, parce que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et il parlait de l'intimité des hommes et tout, ce qui était assez avant-gardiste, hein, à l'époque. Ça se faisait assez peu.
Et c'était Bettina Hoffmann et Yves Godel à la réalisation, et c'était une émission qui était très réalisée, très particulière. Je présentais dans une baignoire, dans un salon. Non, mais on a fait des dingueries, quoi. On a fait des sujets hallucinants en prime time. Je veux dire, on a réussi, mais à parler de l'épilation des testicules en prime time. On l'a fait, quoi. Et c'était très décent, et c'était très cool, et c'était très drôle. Et on a été les premiers à faire ce genre de truc. Et donc, c'est une émission qui, je pense, a vécu pendant 5 ans, qui, moi, m'a marqué, et qui a marqué une certaine évolution de la TV aussi. Et puis, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on arriverait à faire les mêmes sujets avec le même ton, les mêmes décors, avec le même angle de vue, puis alors la même chose, non, parce qu'on n'est pas à la même époque. C'est pas la même époque de la télévision. Il faut bien se dire que quand on a commencé Mise au Point, la télévision, c'était extrêmement libre, voire libertaire. Je rappelle quand même toujours qu'on avait des émissions où il y avait une présentatrice à poil sur notre chaîne, à la télévision romande. Et que c'était l'époque de Ardisson, de La Rue, de Canal+, de Cône. C'était ça la réalité. C'était une télévision très, très déconnante, quoi. Et je pense que le contexte a complètement changé. Et Scène de ménage, c'était déjà en l'an 2000. Donc voilà, Internet commençait à prendre de la place, les réseaux arrivaient gentiment. Les questions d'audience aussi prenaient beaucoup plus d'importance. On a commencé à avoir plus peur de la critique, du bad buzz, etc., etc. Alors que franchement, dans les années 90, on s'en foutait. On en recevait des lettres. C'est pas qu'on n'en recevait pas, on en recevait des lettres, des mails. Mais voilà, tant que ça restait... D'ailleurs, on n'a jamais été condamné dans le cadre de la loi, qu'on respectait les règles journalistiques et tout. On y allait, quoi. Je pense que le temps a changé et ce ton-là, les gens se sentiraient heurtés sur certaines choses. Maintenant, je maintiens contre vents et marées qu'il n'y a pas de sujet tabou, même aujourd'hui. On peut aborder tout pour autant que ce soit abordé correctement, dans le respect, etc., etc. Je pense qu'on peut parler de tout. Maintenant, le décor, non, parce que c'est un décor compliqué, c'est un décor coûteux, c'est un décor qui supposait des travelling très précis, donc du temps d'enregistrement. Et ça, on n'a plus. Ces moyens-là, clairement, on les a pas. On les a plus pour faire ça. Donc, si on faisait une émission de société aujourd'hui, elle pourrait pas ressembler complètement à celle-là. Mais elle pourrait être très bien, autrement. Très bien, autrement, avec qui serait moins cher. Qui serait probablement moins cher au niveau du plateau, en tout cas. Mais on pourrait très bien aborder les sujets qu'on abordait à l'époque. On va passer gentiment au premier défi que je lance à tous mes invités. C'est pour ça que je t'avais équipé d'une oreillette pendant qu'on discutait en off. Alors, je précise que je suis malentendante. Donc, je précise, parce que je sais pas ce que c'est comme défi, mais bon. Justement, ça va être des voix de synthèse qui vont te dicter de paroles de véritables chansons. Et ton but à toi, et je dois faire quoi ? C'est de trouver soit l'artiste ou le titre. Je suis nulle. Je te soufflerai les réponses. Oui, puis moi, au-delà des années 80, laisse tomber. Je pense que ça va être très drôle. Ouais. Vraiment, pour te mettre dans l'ambiance, j'ai demandé à ChatGPT de me créer un jingle et puis ça donnait ça à la fin. Là, on dirait mes tests pour les oreilles quand je suis chez mon auto là. C'est exactement ça. Ah oui, j'entends. It's time for music. Voilà. Ok, parfait. Est-ce que tu veux un exemple ou on commence dans le vif du sujet ? Bon, vas-y, commence. On y va. Sujet. Donc, je dois deviner ce que c'est. Exactement. C'est pour ça que la toute première chanson. He understood loneliness before he knew what it was. He saw the C'est les paroles. table. Oui, c'est des For paroles, your ça. unrequited love, he would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Both of us. Both of Je suis us. sûr que tes enfants, Both ils of écoutent. us. I am a giant. Oh. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. Ok. Cause I am a Le stand giant. up on my shoulder, ça me dit Will quelque be chose. breaking boulder underneath your feet. I am. Je te passe la chanson. I am. Vas-y. I understood loneliness Ça te parle un peu ou... before I knew what it was. Je pense que ça va être très très intéressant. Ouais, ça va être super intéressant comme On va écouter un challenge. tout petit peu alors. For your unrequited love, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. I am.
on my shoulders. Tell me what you see. 'Cause I am a giant. We'll be breaking. Je pense que ça te parle pas. Mais c'est bien, hein, c'est super bien. Mais je sais pas du tout ce que Calvin c'est. Harris et puis Regenboneman. Ça te parle pas? Twilight Zone pour moi. Twilight Zone. Alors je sens que la deuxième, Next. ça va aller assez rapidement, je sens. Ne Paket CE gar kon ette fu ilne wie weit C'est un peu dans l'époque que tu C'est en aimes. allemand là ou Non, c'est en français. Mais c'est vraiment qui dit. Ah ouais. qui ensend par comme nous. Je te Circa dirais qu'on nu est vrai sur le derange refrain. ne Deits Paket CE gar kon en Valerin. Il weit choisi un autre chemin et pour quelle raison étrange les Je comprends rien. gens qui pensent autrement. Circa nu derange. J'ai l'impression que c'est une langue un peu, un espèce d'espéranto. Circa voit dia beaucoup, circa voit dia kiel était libre heureux d'être là. Malgré tout, joue et du piano débaut quand les trollards Ça, c'est le sont refrain. à genoux Non, et les malgré soldats tout, jouer au regardent piano. à vous simplement. Sur ces deux pistes, il voulait être Louis. Vous comprenez, il n'y a que pour Prenez, sa ouais, il musique jouait du piano qu'il debout. est Ah, c'est bon, t'as trouvé? Alors j'ai rien compris aux paroles. Moi je connais les paroles, je n'ai rien compris aux paroles. J'ai juste entendu debout donc. Ouais, c'est bon, t'as Michel trouvé. Berger, France Gall. Ce garçon était fou. Ça c'est de mon époque. Ne vivait pas comme les autres. Toi, tes enfants, ils écoutent quoi concrètement comme musique? Alors mon fils est un grand spécialiste du rap. Il écoute, je dirais quasiment que ça en fait. Et puis ma fille, étonnamment, elle a 27 ans. Et elle est assez aussi Elvis et des choses comme ça. Mais elle Ok. est moderne, hein, Zao de Sagazan, des choses, Ouais, des choses assez modernes, des ouais. choses très contemporaines. Là, elle a pris des billets pour Pitbull à Paris, mais elle écoute aussi beaucoup des choses des années 50-60. C'est marrant Ah, c'est parce qu'ils aiment intéressant. bien. Ouais, ils aiment bien. La prochaine chanson. Bon, j'en ai trouvé une. T'en as Ça trouvé sauve, une. ça sauve mon Heureusement que après-midi. j'ai coupé le micro pour Ouais, pas lui donner la réponse. hein. Ça sauve mon après-midi. C'est Non, j'ai parti. trouvé pour de vrai. Hein. C'est parti pour la prochaine chanson. Cuando estás bien te alejas de mí. Te sientes sola On va y dire que c'est une siempre artiste qui estoy est ahí. très connue dans Es les una années guerra de toma 2000-2010. y dame. Pues dame de eso que tienes ahí. Oye, baby, no seas mala. No me dejes con las ganas. Se escucha en la calle. Que ya no me quieres. Ven y damelo en la cara. Pregúntale a quien tú Vas-y, la quieres. musique. Shakira, avec Chantaré. Ça parle pas beaucoup plus. C'est la musique pour le foot, là. Cuando estás bien te alejas de mí. Te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame. Pues dame C'est en espagnol. eso que tienes. En espagnol, oui. Oye, baby, no seas mala. No me dejes con las ganas. Se escucha en la Shakira va calle venir que juste ya no maintenant. me quieres. Ven y dímelo Ah. en la cara. Pregúntale a quien tú quieras. Mira, Alors, te je juro connais que eso Shakira, no mais es je connais pas así. bien ses chansons. Tu connais pas bien ces chansons. Ouais, tout à fait, franche. J'ai fait un sujet au TJ sur Despacito de Luis Fonsi, donc en espagnol, ça j'aurais trouvé, mais Shakira, pas forcément. Parce que tu as trop écouté comme à peu près 90% des gens. Peut-être, peut-être. C'est parti pour la prochaine chanson. Ouais. Je sens que ça va être très 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 rapidement. Ça va être très compliqué. Faire une chanson facile. Facile, faut d'abord Facile. des paroles débiles. Débiles, une petite mélodie qui te prend bien la tête et une chorégraphie pour bien faire la fête. Dans celle-là, on se rassemble, à 5, ou 6, ou 7 et on se colle tous ensemble, en chantant à tue-tête. Ah, qu'est-ce qu'on est serré. Au fond de cette boîte, chante les Ah, ça sardines. c'est les sardines chante de les Patrick sardines. Sébastien. Ça. Ça te parle un peu plus déjà. Oui, au début, je me suis dit, ça va être genre la chenille qui redémarre. Donc on n'en est pas très loin. On n'en est pas très loin. Des chansons à boire de fin de mariage. Ça, c'est des choses que tu écoutais des fois. Non. Non. Non, mais je les ai écoutées dans toutes les soirées et dans tous les mariages et tout ça. La prochaine chanson, elle est sortie en 2017. Ouf. Voilà. Ouais. On va. Je pense que ça va être très rapidement aussi. Homegrown alligator. See you later, gotta Ou pas. hit the road. Gotta Alligator, hit see the you road, later, something alligator. changed. In the atmosphere architecture,
unfamiliar I could get used to. This time flees by in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be riding shotgun C'est un homme. underneath the hot c'est un sun, homme, oui. feeling like a Un someone. artiste qui a fait un gros boom en 2017. Someone. I'll be riding shotgun underneath the hot faut sun, le- feeling like il a faut dans la someone musique. who wears Georges Ezra, ça te parle un peu, non? C'est très intéressant. Ça va être monstre intéressant. ouais. Écoute un Je tout petit sens. peu alors. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changed in the atmosphere, architecture unfamiliar. Mais I can absolument pas get cette used to this. Tu connais pas du tout? Non, Ça te parle pas du tout? non. J'avoue. Tu l'avoues. Ça a l'air bien, mais je ne connais pas. Bon, on va partir en 2021. Oui, oui. Des artistes en 2021, t'en connais quelques-uns? Je sais ou- pas, il faut que je... Un peu, beaucoup, pas du tout. Un peu, beaucoup, pas du tout. Un peu, beaucoup, pas du tout. En plus, c'est Un l'un des peu, sujets de prédilection de beaucoup, ton livre. Pas Pas du du tout. tout. Pour Un t'aider. peu, beaucoup. Les vraies passions sont des îlots faits pour deux. Des châteaux au pont-levis toujours levés. Personne ne peut entrer. Une garçonnière privée de chambre d'enfant. Il n'y a pas la place et il n'y a pas le temps. Personne n'est invité. À la folie, Je connais pas ses paroles, mais peut-être la musique. Un peu, Ou l'artiste, beaucoup, une pas artiste du en tout. 2021 qui Non, a mais fait avec un cette, gros avec boom. toujours, cette mais voix pas là, longtemps. À la de folie, synthèse à la là, folie, tu es passionnément. gentil, mais Un peu, beaucoup, pas du tout. Clara Luciani avec Amour toujours. Non, ça parle pas. Clara Luciani, elle te parle un peu ou pas beaucoup? J'aurais dû plus réadapter mon quiz. non, mais attends, moi je découvre des trucs, c'est cool. Je sens que je vais refaire la playlist de Martina après l'émission. Ah ouais, c'est ça. Une garçonnière privée de chambre d'enfant. Il n'y a pas la place et il n'y a pas le temps. Personne n'est invité à la folie. Passionnément, on peut beaucoup Non, Ça ça me dit tombe rien. beaucoup plus. C'est parti par la toute dernière chanson. Ouais. J'en ai trouvé une, hein. Non, Ouais. deux. J'en ai Deux. trouvé deux. Deux. Ah oui. Justement parce que je les mets en jaune après quand tu les trouves. Ah oui. Sur mon document Word, je les mets en jaune. Sometimes I just can't take it, sometimes I just can't take it, and it isn't alright, I'm not going to make it, and I think my shoe's untied. Oh, I'm like a broken record, and I'm not playing Je suis right pas très drop gentil avec la or voix de neck or synthèse, je le the sais. equal me till you Elles tell sont me horribles, on a ces heavenly phone to hold tight. Je rappelle que je suis malentendante. Come on, come on, come on, come on. C'est vrai. C'est de la torture, ça. C'est de la maltraitance. Come on, come on. Ok, come musique. On, come on. Yeah. Musique Come pop. on, come on, come on. Hold tight, hold tight, hold tight. Hold tight, Un hold indice que je pourrais te donner, ils ont pas pu finir un concert il y a pas très longtemps parce qu'ils n'avaient pas pu avoir le visa à temps. Coldplay, ça Ça, parle. ah oui, bien sûr. Mais je connais pas hyper bien, mais oui. Parce que Ils toi, ont- vraiment, ton style de musique, c'est vraiment dans les années 70, 80. Quoi. Ça dépend, mais je pique comme ça certains artistes, j'écoute du classique aussi, j'écoute du punk encore, j'avoue. Voilà, Ça dépend un peu des périodes. Ouais, ça dépend des périodes, ouais. J'aime bien les grandes voix, j'aime bien John Steers par exemple. En Suisse, je trouve qu'il est super. Je trouve qu'il a vraiment une voix extraordinaire. Et voilà quoi, mais non, ça je connais pas. Ça, tu connais pas. Non. Et puis pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez, n'hésitez pas à commenter pour voir si vous avez fait mieux que Martina. Ah bah alors c'est pas Lâchez-vous. très difficile, hein, franchement, Ça allez-y. se passe hein. juste ici en bas, autant sur Spotify que sur YouTube. Hein. Ok, Lâchez-vous dans les commentaires. ok. Et si on revient sur ton passé à Soyez toi, meilleurs, ouais. et soyez bienveillants avec Martina. Et Non, si vous on pouvez être revient, méchant, ça me gêne pas. et si on revient sur ton passé à toi, ça ressemble à quoi une Martina quand elle était petite, niveau trait de caractère Oh. Alors, j'étais pas une enfant très joyeuse, pour dire les choses.
J'étais une enfant assez sombre, assez sérieuse, très bonne élève, mais un peu enfermée dans cette espèce de contrôle comme ça, un peu comme une espèce de petite machine. J'étais très garçon manqué, ça s'appelait comme ça à l'époque. Je portais des shorts, des casquettes, j'avais demandé un couteau pour Noël, pour tailler des petits morceaux de bois, des trucs comme ça. J'ai gardé d'ailleurs cet amour du vestiaire masculin, c'est marrant, parce que ça m'est toujours resté. Les chapeaux, les manteaux, les chaussures d'homme, les pantalons et tout ça. Et puis voilà, j'étais une enfant qui avait envie de sortir de l'enfance, pour dire les choses. J'avais envie d'être adulte, de me barrer et de vivre ma vie. Et j'ai réussi à sortir de tout ça. Je faisais du sport aussi. J'ai fait du sport, du tennis à partir de 14 ans à un niveau national. Et j'étais une espèce de petit robot qui faisait tout assez bien, mais qui n'était pas forcément quelqu'un de très heureux et de très joyeux et de très vivant. J'étais un peu éteinte comme personne. Et je me suis rallumée, si je peux dire les choses comme ça, vers 20-21 ans. Quand j'ai décidé de choisir ma voie à l'université et qu'à l'intérieur de ça, de l'écriture, j'ai décidé d'écrire comme j'avais envie d'écrire moi, de parler comme j'avais envie d'écrire moi et de sortir de ce qui m'intéressait moi et de pas faire, entre guillemets, ce qu'on attendait de moi que je fasse ou de ce que je pensais qu'on attendait de moi que je fasse. Et je pense qu'on a tous un peu ce métier qu'on voulait faire quand on était tout petit. Toi, c'était lequel ? Mais j'ai eu des passages... Moi, j'adore les animaux. J'étais la seule dans ma famille, parce que dans ma famille, on estimait que l'animal, c'était plus dans son assiette que sur ses genoux. Donc, moi, j'étais la seule à adorer les animaux, donc je voulais être vétérinaire. Après, j'ai voulu être prof de gym. J'ai beaucoup voulu être enseignante. Et puis, j'ai toujours dit que je voulais être écrivain. J'ai toujours dit qu'un jour j'allais courir un marathon. Donc j'en ai fait 7 ou 8. Donc voilà, j'ai mes rêves d'enfant, malgré tout, j'ai été d'une certaine fidélité. Ouais. Puis j'ai vu que tes parents tenaient un restaurant de club de tennis à Lancy, justement. C'est ce que tu disais quand tu avais commencé le tennis à 14 ans. Est-ce que c'était vraiment quelque chose que tu avais aimé, puis que tu avais poussé à tes parents ? C'était l'inverse, c'était tes parents qui t'avaient poussé à faire du tennis à cette époque-là ? C'était un peu compliqué parce que mes parents n'étaient pas du tout du métier. Ma mère avait perdu son job d'ingénieur en génie civil en 77. C'était un gros choc pétrolier, puis il y avait eu beaucoup de chômage et tout ça. Et elle avait fait, comme ils étaient sportifs et que les Tchèques adoraient le sport, et en particulier le tennis, elle avait fait une patente de cafetier-restaurateur et elle avait repris en fait un tennis club. Et mon père travaillait à côté et donnait un coup de main au tennis club. Et du coup, moi j'ai joué. Parce que j'étais là. Je donnais un coup de main entre 12 et elle est restée 5 ans. Donc entre 12 et 17 ans, j'étais là tous les jours, tous les midis, tous les soirs. Et donc, voilà, j'ai commencé à jouer. Et puis, il se trouve que j'ai fait des progrès et tout ça. Maintenant, s'ils avaient pris un tennis club de je sais pas quoi, de patinage j'aurais peut-être fait autre chose. Donc, c'était pas un appel profond de moi en disant je veux faire du tennis. C'est absolument ça que je veux faire. Ce qui explique aussi que plus tard, j'ai joué en Ligue nationale jusque vers 22-23 ans. Et puis, un jour, j'ai arrêté. Et j'ai plus jamais joué. Voilà. Et ça ne m'a jamais manqué. Donc, c'est la preuve que c'était un espèce de non-choix de ma part. Et ça fait bientôt 40 ans que les gens me disent « Ah, mais c'est dommage, tu jouais tellement bien. Puis c'est dommage que tu joues plus. » Puis je dis « Oui, mais je n'ai pas envie. Donc, je ne joue plus. » Voilà, c'est simple. Je cours aujourd'hui parce que j'ai envie, même si ça me fout en l'air les jambes, les articulations et tout ça. Mais voilà, c'était une partie de ma vie qui était cool. J'ai appris plein de trucs, mais c'est une autre vie pour moi, quoi. Et si on fait ce qu'on appelle un flashback sur ta carrière, comment est-ce que tu décrirais ton évolution de tes débuts à aujourd'hui ? Au niveau journaliste, tu veux dire ? Au niveau plus global, on va dire ça comme ça. Niveau trait de caractère aussi, comment est-ce que tu as évolué là-dedans aussi ? Alors, je dirais que j'ai acquis beaucoup de métiers, parce que quand je suis arrivée, j'étais très angoissée. Je suis toujours, mais très stressée. J'avais
des craintes dans la relation avec les gens. Quand il faut faire des témoignages, quand il faut aller chercher les gens, il faut beaucoup de métiers. Parce qu'il faut mettre les gens à l'aise, il faut qu'ils te racontent sa vie, il faut qu'ils donnent des informations, etc. Et je pense que j'ai acquis du métier dans ce sens-là, où ça me terrorise plus ou moins. J'ai aussi appris une chose qui est très importante et que je dis aux jeunes journalistes. Je dis, si vous voulez faire ce job, c'est un job dans lequel on a la prétention de montrer au public ce qu'on fait, d'accord ? De donner quelque chose vers l'extérieur. Et dans ce qu'on donne, qu'on soit à l'antenne ou pas, on engage notre image, notre nom, nos tripes, notre cœur, notre cerveau, nos couilles, tout ce que vous voulez. Et vous devez accepter, et c'est très difficile, que des gens n'apprécient pas ce que vous faites. Si vous n'êtes pas prêt à ça, il ne faut pas faire ce job. Et c'est un long travail d'accepter ça. Et très honnêtement, c'est un des grands changements qu'il y a chez moi. Et c'est extrêmement libérateur à partir d'un certain âge. Il faut bien qu'il y ait des avantages aussi à vieillir, n'est-ce pas ? De pouvoir se dire, au fond, je m'en fous. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Mais c'est pas grave. Je fais, j'y vais. Et il y a des gens qui n'aiment pas, ils ont le droit de ne pas aimer. Moi, j'aime pas tout le monde non plus. Et ils ont le droit de le dire, parce qu'on est dans un pays formidable où on a le droit de s'exprimer. On a le droit de dire, je n'aime pas cette personne, je n'aime pas ce qu'elle raconte, et je ne suis pas d'accord avec elle. Et je trouve ça fantastique. Mais c'est un long chemin personnel d'arriver à ça. Et aujourd'hui, j'ai compris, et je pense que c'était un long chemin aussi, que le truc le plus important, en tout cas pour moi, on ne fait pas de la télévision pour être célèbre ou pour laisser une trace, parce que je l'ai déjà exprimé, le jour où on disparaît de l'antenne, on disparaît chez les gens, c'est voilà. On n'est pas des artistes, on est vraiment des artisans, quoi. Mais si on arrive, pendant ce moment, à mettre un sourire, une info, à amener quelque chose de bien aux gens, dans des journées qui sont parfois franchement merdiques pour eux, on vit dans un monde qui est vraiment pas facile. Et quand les gens me disent « Ah, mais votre chronique, elle m'a... » Ce matin, je l'ai lu, parce que quand je publie sur LinkedIn, je publie souvent à 5h ou à 6h du matin, puis les gens le lisent en allant au boulot, puis ils disent « ça m'a fait marrer », ou bien « j'ai appris un truc », ou bien « ah, mais votre livre, il m'a fait du bien, ça a été un bon moment dans ma vie à ce moment-là », je me dis « j'aurais aucune récompense plus cool que celle-là, quoi ». Et le reste, finalement, ça n'a que très peu d'importance. Et ça, c'est un très long chemin personnel d'arriver à ça. En lisant quelques interviews, je vois que tu n'utilises pas mal de mots qu'on entend énormément chez les jeunes. Ouais. Je vais t'en dire un extrait que tu as dit dans le journal Le Temps pour que tu t'entends à la télévision. je sens que tu sais à quel passage je veux parler. Si je te dis je suis la daronne un peu zinzin. Alors j'aimerais quand même préciser que le mot daron était très utilisé au 19e siècle. Les darons, c'est un mot qui est très vieux, qui remonte même à avant, hein. Et les darons, c'est un mot argot français pour dire effectivement soit les parents, soit c'était des tenanciers de restaurants ou de bordels un peu louches et tout ça, les darons, le daron, la daronne. Et ça a été réactivé il y a quelques années. Et moi, ça m'a fait rire parce que, ayant étudié le français très classique et la linguistique et tout, ça me fait marrer de voir qu'on va rechercher des mots comme ça qui sont anciens. Et en l'occurrence, les darons, c'est un mot que j'aime beaucoup, quoi. Et je me suis rendu compte aussi que à un moment donné, on te considère comme la senior, ce qui est tout à fait légitime parce que tu l'es. Et moi, le premier choc que j'ai eu comme ça, c'est quand j'ai eu un stagiaire, parce qu'on était maître de stage, quand j'ai eu un stagiaire qui est arrivé à 25 ans, et que je me suis dit, merde, mais je pourrais être sa mère, en fait. Et puis je lui ai dit, mais tu sais que tu pourrais être mon fils? Et on a bien rigolé là-dessus. Et je me suis dit, bah voilà, je suis la mère, en fait. Et quand j'étais à l'actualité, j'avais plein de gens plus jeunes que moi, évidemment, dans la rubrique dont je m'occupais. Et ils disaient, y a maman qui est là et tout. Et c'est comme ça. Et donc, je me suis approprié ce mot parce que je suis vraiment devenue un peu la daronne, ouais. C'est ça. La daronne de la RTS, on va dire ça comme ça. Non, de la RTS, non. Mais de certaines personnes qui, soit y travaillent ou soit nous regardent. Pour eux, ils me regardent comme la daronne. Et c'est marrant parce que la daronne... Il y a un film d'ailleurs qui est sorti cette année avec Isabelle Huppert qui s'appelle La Daronne, induit
une espèce de respect aussi. C'est pour ça que j'aime bien, quoi. Et des fois, je disais, mais j'ai pas peur d'être là, ou d'être là, ou d'être là, parce que les gens, pour eux, je suis une daronne, quoi. Et c'est assez marrant. Et je trouve que d'être la daronne, mais pas celle qui se fâche, celle qui gueule, celle qui est acariâtre, celle qui est méchante, celle qui est frustrée et tout, mais d'être celle qui est un peu dingo, comme ça, un peu déglinguée, bah, c'est assez cool. On va passer à ce que j'appelle la revanche des invités. Ouais, Voilà, c'est le moment où tout le monde est content que je dis ça, où en Ouais. gros je vais te poser une série de questions qui Ouais. n'ont strictement aucun lien les uns par rapport aux autres, et ton but à toi c'est de répondre un maximum Ouais. dans un temps imparti de 3 minutes. Ok, c'est un En trivial faisant des poursuite phrases- ou c'est un... En faisant des phrases complètes. Ce n'est pas de culture générale. Ok. Oh, bon, alors je sais pas ce que ça va être, alors ok. Je pense que c'est ok. très intéressant. On peut répondre n'importe quoi. Bah, c'est toi qui sais. Ok. C'est parti avec la musique. Ouais. Si tu dois parler à un animal, lequel est-ce que tu choisirais? Ah, mon chat, Achille, 10 ans, sacré de Birmanie. Et qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais je t'aime. Si tu devais choisir un personnage de fiction pour être le meilleur pote avec, lequel ou laquelle est-ce que tu choisirais? Nana de Zola, une prostituée. Une chanson Une que femme tu... formidable. Une chanson que tu détestes écouter le plus? La chanson de Maria Carey à Noël, mais je l'écoute chaque année quand même. All I want for Christmas is you. Parce que si jamais on tourne ça le mois de novembre, comme ça vous le savez, quand tu as passé une mauvaise journée, qu'est-ce que tu ferais pour la rendre plus positive? Je prendrais un citron pressé avec du curcuma, de la cannelle, du gingembre et un peu de miel. Et après, ça ira mieux. Quelle est ta meilleure expérience que tu aies vécue, en global, hein, en version générale? De toute ma vie, De toute ta vie, oui. 2 enfants. C'est pas une phrase complète. Hein. Mais c'est une réponse. Si tu devais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que tu changerais en premier? Oh là, ça c'est compliqué. J'instaurerais la démocratie partout. Quelle est ta citation préférée? Alors j'en ai 2, de mes 2 villes de cœur, Genève et Paris, Fluctuat nec mergitur à Paris et Te post tenebras lux à Genève. Donc, le bateau tangue mais ne coule pas à Paris et après les ténèbres, la lumière à Genève. Si tu devais changer de métier, lequel serait-il? Conservatrice de musée, peut-être. Ou quelque chose à voir avec les peintures aussi? Ouais. Conservatrice de musée aux Beaux-Arts. Tes matières préférées à l'école primaire? Français. Quelle est ta plus grande Et qualité? pas couture, hein, pas couture. La couture, c'était la seule que je détestais. Et quelle est ta plus grande qualité? Je sais pas, la créativité peut-être et une certaine obstination. Et ton plus grand défaut? Alors je suis orgueilleuse, un peu rancunière et j'ai toujours envie d'avoir raison. C'est affreux. Si tu avais la possibilité de vivre une autre époque de l'histoire, lequel serait-il? Fin du 19e, début du 20e, au moment de la révolution industrielle et surtout d'une révolution artistique majeure avec les impressionnistes, avec le début du cubisme, avec tout. C'était une période artistique absolument incroyable. Et quel est ton moyen pour te remonter le moral durant les moments difficiles? Mon chat, Achille, que j'ai déjà cité, faire de la course à pied, aller dans les musées pour voir des tableaux, mon mec, il y en a plein. Si tu pouvais être un expert dans un domaine en une nuit, lequel serait-il? Peut-être la musique classique, parce que j'ai fait 7 ans de piano conservatoire et j'en ai gardé rien du tout. Vraiment, c'est pathétique. Et en plus, je suis malentendante, mais je n'ai aucune oreille musicale et j'adorerais avoir ça. Et puis un titre que tu n'avoues pas aux autres d'écouter, mais que tu adores. Un titre de quoi? De musique? De musique, oui. Mais j'ai déjà dit Maria Carey tout à l'heure. Je sais pas. Tous les Jodassin, par exemple. Mais enfin, je le dis, hein, je m'en fous. Hein, donc, tu le dis? Oui, j'écoute plein de merde des années 80 que j'adore. Et voilà, ça me plaît beaucoup, quoi. Et ça, on revient sur ton dernier livre qui s'appelle Rendez-vous, qui est le 6e livre que tu as écrit, oui. Où tu racontes sous une forme d'autofiction ton histoire, mère de 2 enfants, divorcée, travaille à la télévision, part à Paris pour rencontrer l'homme des marches du Sacré-Cœur, oui. et qu'elle consulte un psychologue qui lui prescrit pas, non, des antidépresseurs, mais des peintures à aller visiter dans des musées. Oui. En lisant ton livre, en ressentant ce côté vécu, comment est-ce que tu as
réussi à tout déballer dans un ordre chronologique. Ça, je sens que c'est une question très difficile parce que comment t'as fait pour, tu vois, tout structurer pour faire que ça reste cohérent à la fin? Bon, alors en fait, il y a 80% de vécu, mais la timeline n'est pas complètement correcte. Parce que quand on construit un roman, il faut que ça se suive, il faut qu'il y ait une chronologie, il faut qu'il y ait une tension, il faut qu'il y ait un développement et tout ça. Donc les épisodes ne sont pas forcément dans l'ordre où ils se sont produits. Et en fait, c'est une histoire qui s'étale dans la réalité sur 2-3 ans et qui est condensée sur une année dans le livre. Mais c'était pas très compliqué parce que les épisodes étaient assez clairs dans ma tête. Dans certains chapitres, c'est quasiment que du vécu. Donc voilà, après il faut l'écrire d'une certaine manière et tout ça. Et puis les rencontres, les consultations avec le psy. Ça c'est faux. Ça c'est inventé. Au grand désespoir des lecteurs et des lectrices qui tous, parce que j'ai inventé le psy de mes fantasmes évidemment, celui que je rêverais d'avoir. Et donc il est super. Il est beau, il est jeune, il est intelligent, il te percute en 2 secondes, il est marrant, voilà quoi, il est intelligent, il te fait avancer, il te bouscule sans t'agresser, enfin il est juste parfait. Et il y a un nombre considérable de gens qui m'a demandé son portable. Et les gens, pendant les dédicaces, ils me disent, mais... Il s'appelle David Maunoir dans le livre, et il y a des gens qui l'ont googlé pour voir s'il existait vraiment. Mais il n'existe pas. Je suis obligée de leur dire, je ne peux pas vous donner ce numéro. Et il y a même un hôpital qui m'a appelé pour me dire, est-ce que cette personne, par hasard, existerait et qu'on pourrait faire quelque chose avec elle. Donc, vous voyez ce qui me fait plaisir, c'est qu'il est crédible et qu'il plaît aux gens. Mais il est inventé. Voilà. C'est la partie inventée du livre. Puis on ressent un peu ton côté journalistique où tu développes souvent sur des demi-pages. Une définition d'un mot, j'ai pris comme exemple Knobel. Knuddel, malheureux. Knuddel, c'est la nourriture de mon enfance. Ouais. Où tu as développé mais vraiment toute l'histoire, étape par étape, comment tu le fais, où tu peux le trouver, et puis tout ça. Ouais. Ça a aussi pris du temps pour écrire tous ces passages-là. Du temps, je sais pas. Il y a certaines choses qui demandent de la recherche. Les tableaux, typiquement, ça demande une certaine recherche, et je ne parle que de tableaux que j'ai vus moi-même. Oui. Donc, Puis qu'après, tu les illustres aussi dans ton Exactement, livre. Et ils sont illustrés, ça, il faut que les gens puissent les avoir sous les yeux et tout ça. Puis après, il y a certains passages, oui, qui demandent, pour que ce soit rigolo, des fois, il faut un peu de recherche, il faut un peu de contexte, il faut un peu densifier un petit peu la petite anecdote qu'on a vécue dans nos vies et qui doit prendre un aspect un peu plus romanesque. Et puis, c'est vrai qu'il y a des passages que je trouve extrêmement intéressants. Moi, juste pour le dire, pour remettre un peu dans le contexte, je suis pas forcément un grand fan de livres, je tiens à préciser, mais... Et tu n'es pas en tant qu'homme jeune de 20 ans, tu n'es pas dans le public cible vraiment de ce genre d'ouvrage. Non, mais ce livre, il m'a parlé. Alors ça me fait plaisir. C'est vrai, non, en fait, j'ai directement croché sur le livre, et puis, en fait, même en lisant certains passages du livre, on s'attache très très vite au personnage, qui est toi. On va pas Oui. Et puis, ce que je suis extrêmement fan aussi, c'est ce côté où c'est très parlé dans le style d'écriture. Ça, c'était aussi une volonté de... Oui. Alors, si tu veux, moi, j'ai fait des études de lettres. Donc, j'ai fait un mémoire sur l'écrivain André Gide dans un style très académique et tout. Donc, je peux écrire d'une manière très académique. Mais un jour, je me suis dit, c'est pas mon monde, c'est pas mon univers. Si je veux écrire, c'est pas comme ça que je vais écrire. Et donc, ça aussi, c'est toute une vie de travail, de trouver une écriture TV, qui est une écriture de formule, c'est très court, c'est très ramassé. Après, de trouver une écriture de chronique dans les journaux. Une chronique, c'est aussi relativement court. Il y a un début, un milieu, une fin. Ça doit être punchy et tout ça. Et puis après, de trouver une écriture de romance qui m'a pris beaucoup de temps. Et de dire, mais garde ce que les gens apprécient chez toi, c'est-à-dire ce côté cash, carré, on parle, on écrit comme on parle, etc. Mais en donnant un petit supplément un peu littéraire et en réussissant à faire une histoire un peu suivie sur 200 pages, quoi. Mais c'est un gros boulot. Et j'ai une éditrice qui est formidable parce qu'elle me suit depuis quelques années, elle me connaît donc. Et quand je mets trop de gros mots, elle les enlève. Elle dit là, t'exagères vraiment et tout. Et bon, c'est quand même très très coup de poing dans le livre, dans certains passages. Ouais, ça peut. J'essaye de faire en sorte que ça puisse être punchy, que ça puisse être de temps en temps un peu
choquant, mais que ce soit pas de l'agression. Et c'est une ligne assez fine. Puis tu parles de tes enfants, de ton ex-mari dans ce livre. Comment est-ce qu'ils ont perçu ton approche quand tu en as parlé de... Alors eux, ils sont habitués. La première personne qui devait être au courant, c'est l'homme des marches du Sacré-Cœur. Parce que mes copines l'appellent le Sacré-Cœur, pour dire. Maintenant, aujourd'hui, c'est... Alors, il vient le Sacré-Cœur aussi. Enfin bref. Donc, il est anonyme dans le livre, mais il est, entre guillemets, reconnaissable. Alors bon, il habite en France, donc voilà. Mais et puis, c'est pas toujours ultra valorisant. On n'est pas toujours présenté sous notre meilleur jour, ni lui, ni moi. Et donc, lui, il est très cool avec ça, franchement. Et c'est pas le cas de tout le monde. Parce que c'est vrai que l'autofiction suppose que vous parlez de gens qui peuvent se reconnaître et en être blessés ou en être heurtés. Il y a assez de problèmes dans le monde littéraire autour de ça. Maintenant, mes enfants et mon ex-mari, j'ai envie de dire qu'ils ont... Mon ex-mari, j'en parle d'ailleurs très très peu. Mes enfants aussi, il n'y a pas grand-chose dans ce livre sur eux. Non, mais il y a quand même des passages où tu parles un peu d'eux et puis de, on va dire, votre routine familière. Mais ils apparaissent. Et ils ont l'habitude de ça puisqu'ils sont apparus dans les chroniques depuis que j'ai commencé à en écrire. Donc je me souviens quand j'écrivais sur mes enfants, quand j'écrivais par exemple dans Migros Magazine qu'ils étaient plus petits, je les avertissais. Je leur disais, je vous préviens, dans le prochain Migros Magazine, il y a un truc sur les soirées pyjama, donc préparez-vous, ça va, voilà. Et puis mon ex-mari, il avait l'habitude aussi. Donc ils m'ont toujours encouragée à faire ça, pour autant que ça reste, que ce soit pas de l'intimité insupportable, que ça reste des choses qui sont assez cool à partager, et mes enfants n'ont pas mon nom, donc ils sont pas forcément reconnaissables, puis maintenant ils sont adultes, ils ont leur vie, et un jour ma fille a dit, en soupirant comme ça à quelqu'un, elle a dit, oh tu sais, moi ma mère elle raconte sa vie sexuelle dans les journaux, donc, bon, et puis ils vivent avec ça, ils sont plutôt encourageants, ils se précipitent pas forcément pour lire. Mais est-ce qu'ils l'ont lu, ce livre ou je suis pas sûre. Pas sûr. Je suis pas sûre. Et ils se précipitent pas forcément pour lire parce qu'ils n'ont pas envie de se plonger dans l'intimité de leur mère, ce que je peux parfaitement comprendre. Par contre, ils autorisent ça. Et je crois qu'ils sont très contents que ça se passe comme ça, quoi. Puis est-ce que tu as eu justement des retours de lectrices et de lecteurs après qu'ils avaient lu ce livre ? Alors beaucoup plus que pour les autres. Au début, je me disais, tu sais, quand on finit une écriture, on se dit toujours, mais putain, mais c'est nul ce que je suis en train de faire, mais mon Dieu, mais qui ça va intéresser mes petites histoires ? Enfin, il y a toujours, les affres de la fin d'écriture, puis on se dit, waouh, Et puis, il y a eu des relectures et tout, puis je me disais, tiens, c'est marrant parce que ça a l'air de toucher les gens quand même. Et j'ai eu des retours, mais incroyables. Les gens disaient, ça fait du bien, ça nous a touchés, parce qu'il n'y a pas que du rigolo, il y a aussi... Non, il y a aussi, tu parles du décès de tes parents aussi dans le livre. Exactement. Et on est un peu dans un registre de comédie italienne que tu peux pas connaître, parce que c'était plutôt dans les années 70 et tout, mais où il y a du tragique, mais dans le tragique, il y a toujours des situations absolument absurdes qui se passent, et qui peuvent aussi faire rire, quoi. Et il y a énormément de gens qui se sont reconnus dans les épisodes. Pas dans tous, mais dans des parties. Et dans les dédicaces, c'était vraiment très très chaud, quoi. Je donne juste un exemple. À Lausanne, il y a une femme qui est venue puis qui m'a dit, vous pouvez le dédicacer pour mon fils, son fils adulte, qui devait avoir une quarantaine d'années. Elle me dit, parce qu'il va pas bien... Et j'aimerais quelque chose. J'ai dit, j'espère que ça va l'amuser, lui remonter le moral, enfin, j'en sais rien quoi. Il me dit, il va pas bien, il est vraiment déprimé et tout ça, voilà. Donc j'ai signé pour son fils. Et quand je suis allée faire des signatures à Nyon, je vois tout à coup un monsieur qui arrive avec un bouquet de fleurs et tout, et qui me dit, voilà, je suis venue vous dire merci parce que ma mère m'a offert votre livre, et je l'ai lu, et ça m'a fait du bien. Et c'était super chou, quoi. Et il y avait un couple, par exemple, où ils avaient 2 bébés. Et je me disais, oula, eux, ils ont l'air d'avoir pas dormi depuis 3 ans. Donc, donc je disais, prenez soin de vous et tout. Puis elle m'a dit, justement, je vais acheter votre livre et c'est le premier livre que je vais lire depuis que j'ai eu 2 bébés de suite. Et je vais me mettre sur mon canapé. Et j'ai dit au monsieur, vous la laissez, Vous lui foutez la paix quand elle lit. Elle a besoin de son moment sur le canapé avec son livre. Et voilà, j'ai vécu plein de petits moments comme ça qui étaient assez incroyables, quoi, qui étaient sympas. J'ai fait des lectures aussi, et puis les gens, ils aiment
ils aiment bien. Ça. Je prends des passages qui font rire, je prends des passages qui sont un peu moins marrants. Mais moi, j'ai été très touchée, en tout cas, par l'accueil. Que tu t'attendais pas forcément pas du tout. Que ça arrive? Pas du tout. Et je m'attendais pas non plus à avoir un lectorat plus masculin que ce que je pensais au départ. Parce qu'il y a des gens qui ont dit « Ouais, mais ça, c'est encore des livres de bonnes femmes, blablabla. » Vous voyez, on n'en sort pas. Et en fait, non. Les hommes, ils ont bien aimé. Et là, je suis en train de travailler sur la suite. Et j'ai décidé de densifier un peu les personnages masculins, de donner un peu plus de corps à certains personnages masculins, parce que je sais qu'il y a un lectorat pour ce style-là, qui, a priori, n'est pas un style qui est fait pour séduire le lectorat masculin, qui sera peut-être plus polar, plus essai, plus roman historique, plus... Enfin, c'est des clichés que je suis en train de dire. Mais les hommes ont très peu de littérature de l'intime pour eux, en fait. Et je me suis rendu compte que oui, que comme c'était sur un mode parfois rigolard, parfois un peu détendu et tout ça, ça leur plaisait aussi, quoi. Qu'est-ce que tu voudrais dire à la Martina il y a 25 ans en arrière, à celle qui est en face de moi aujourd'hui? Je voudrais lui dire que ça n'a pas été facile, que le chemin, il y a eu des creux et des bosses, mais qu'on est toujours debout et que ça, c'est bien. On arrive gentiment au bout du podcast déjà. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'écriture d'un livre, justement, comme toi tu as fait? Alors, grosse discipline personnelle. Déjà, savoir de quoi on veut parler et à qui. Savoir si on est dans un roman, dans un essai, dans une autofiction, dans quel type de livre on est. Parce que c'est très important d'avoir pas un cadre forcément. Il y a des gens qui écrivent sans cadre, sans savoir qu'il y aura 7 chapitres avec tac, tac, tac. Mais de savoir ce que je veux faire. Parce qu'il y a plein de gens qui disent « je vais écrire un livre ». Ok, mais un livre, c'est quoi un livre ? C'est quoi l'histoire ? Qu'est-ce que je veux raconter comme histoire ? Qu'est-ce que je veux transmettre ? Parce que si j'écris un livre, c'est que je veux qu'il y ait quelqu'un qui lise. Qu'est-ce que je veux transmettre et qu'est-ce que j'attends que la personne vive à l'autre bout ? Il faut quand même s'interroger sur ce genre de truc. Et quelle va être ma plume ? Est-ce que je vais faire un livre journalistique ? Est-ce que je vais faire un livre de fiction ? Est-ce que je vais écrire sur un mode extrêmement académique, extrêmement sérieux? Est-ce que je vais être poétique? Est-ce que je vais être dans un langage de formule? C'est très important d'avoir ces données-là au début. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vais pas pouvoir écrire une fois 1 heure, puis après revenir 2 semaines après, puis faire 2 heures. Là, vous ne le finirez jamais, votre livre. Ce qu'il faut, c'est une grosse discipline personnelle. Ou c'est régulier, ou tu en fais un tout petit peu chaque jour? Ouais, chaque jour, c'est compliqué dans nos vies, mais de dire, voilà, préparez-vous à une période où il va falloir travailler dessus régulièrement et ayez des relecteurs en qui vous avez confiance, qui connaissent votre projet et qui vous diront les choses. Dans la mesure du possible, si c'est destiné à être édité, déjà avoir un éditeur et quelqu'un qui va vous cadrer un petit peu. Et quels sont ton conseil pour ceux qui voudraient se lancer dans la télévision, aussi dans le journalisme? Alors dans la télévision, je sais pas, parce qu'aujourd'hui le journalisme c'est plus de la télévision. Aujourd'hui, quand on fait de l'audiovisuel, on fait du trimédia, c'est-à-dire radio, télévision. Chez nous, on n'engage plus que des gens qui vont faire du trimédia. Je dirais qu'il faut du courage, des nerfs solides, une très forte personnalité, pas avoir envie de devenir riche, parce que c'est un métier qui est relativement précaire, on va dire, et qui se précarise beaucoup. Et puis beaucoup de créativité, parce qu'il va falloir réinventer complètement les médias aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, quoi. Et dans un paysage qui n'a rien à voir avec celui dans lequel moi j'ai commencé. Je rappelle quand même que mes premiers papiers, je les tapais sur une machine à écrire, avec des papiers carbone pour faire les copies. Et puis qu'on devait avoir tout notre papier dans la tête parce qu'on ne pouvait pas revenir en arrière quand on tapait, quoi. Et on déchirait les telex à la main et tout ça. Donc c'est un contexte qui n'a absolument rien à voir. Et bien savoir si on veut faire de la communication ou du journalisme, ce qui n'est pas du tout la même chose. On a tendance à mélanger un peu tout ça aujourd'hui. Mais la communication, c'est une voie qui va plutôt du côté du marketing,
Le journalisme, c'est autre chose. Et on a besoin de jeunes journalistes. On a plein de jeunes journalistes qui veulent faire de l'enquête, anti-fake news et tout. Je pense que c'est extrêmement intéressant. Mais c'est très courageux de le faire aujourd'hui parce que personne ne sait à quoi va ressembler notre métier dans 5 ou 10 ans. Et puis pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez, tous les profils de Martina sont disponibles en description de ce podcast. Je mettrai son profil LinkedIn et puis bien évidemment que son dernier livre, Rendez-vous, vous pouvez le retrouver aux éditions Favre. Oui, dans les librairies, sur les plateformes, partout. Ouais. Sur Payot aussi, si jamais. Oui. On peut le trouver sur Payot. Oui. Merci beaucoup d'être venu. Merci Johan, merci beaucoup. C'était très cool, merci. Avec plaisir. Même si j'ai foiré tous les blind tests. Et puis nous on se retrouve dans 2 semaines pour un tout nouvel épisode de Rencontre avec. D'ici là, à bientôt.